Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à Albertville sous un soleil radieux pour suivre le festival du Grand Bivouac. Nous sommes ensemble pour 4 épisodes pour parler de ce festival, du film documentaire et du livre qui a été maintenu, évidemment adapté pour respecter les normes sanitaires en vigueur. Nous sommes devant le dôme d'Albertville et pour ce premier épisode, je suis en compagnie de Guy Chomreuil, président fondateur de ce festival. Bonjour, merci Oui, d'être avec bonjour. nous. Et je suis également accompagnée de Frédéric Burnier-Framboret, le maire d'Albertville. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Guy Chomreuil, ce festival, il existe depuis 2002 et cette édition 2020 a été heureusement maintenue. Est-ce que ça a été compliqué dans ce contexte de la maintenir ? C'est toujours un peu plus compliqué que d'habitude, c'est sûr, mais je crois qu'il faut dire vraiment que notre démarche n'est ni de l'aveuglement, ni de l'entêtement, et encore moins, le maire est à mes côtés, de passe-droit. Depuis le mois de mai, nous avons étudié une série d'hypothèses qui permettent de nous adapter à la situation et à l'évolution de la situation. Et les résultats qu'on voit derrière nous, et des salles, des expositions, etc., sont le résultat de ce travail extrêmement patient qui non seulement respecte les conditions sanitaires, mais est même allé au-delà, puisque nous sommes sur des jauges de salles en deçà de ce qu'on nous impose. Ce qui veut dire que, je devrais peut-être pas le dire en présence de Burnier-Framboret, de Fabrice Burnier-Framboret, pardon, mais on a privilégié la sécurité des festivaliers en prenant peut-être un peu de risque sur le chiffre d'affaires, mais on va s'y retrouver très bien. Monsieur Burnier-Framboret, justement, vous soutenez ce festival depuis des années. Quand Guy Chomreuil est arrivé cette année pour vous demander s'il était possible de l'organiser, vous avez accepté tout de suite ? En effet, oui, on a bien évidemment dit tout de suite oui, sachant qu'on a beaucoup travaillé pour adapter les conditions d'accueil du public. On s'est encore posé beaucoup de questions il y a 15 jours en arrière sur la maintenue ou non du Salon du Livre qui est associé à ce festival. Donc le Salon du Livre n'a pas pu avoir lieu. Du coup, la librairie des Bauges avec laquelle le festival travaille s'est adapté aussi, a su faire preuve d'intelligence et d'innovation pour pouvoir malgré tout proposer une édition du livre aussi également dans ce festival. Qu'est-ce que ce festival apporte à la ville d'Albertville ? Alors c'est un festival qui fait partie d'un des 4 festivals de la ville d'Albertville. On a un festival par saison à Albertville. Celui-là, c'est le festival de l'automne. Et donc, il apporte, habituellement, au-delà des 30 000 ou des 35 000 visiteurs, il apporte le rayonnement qu'Albertville. Il ouvre Albertville sur le monde, sur l'international, dans la suite des Jeux Olympiques qu'a connu Albertville. Et donc, c'est pour ça qu'il a été créé et implanté à Albertville d'ailleurs. Et puis, dans ces temps un peu particuliers, il apporte toujours le souvenir et la force de combattre, malgré des temps compliqués, pour que, malgré tout, il y soit. Et on a également maintenu le festival de jazz cet été, dans le même état d'esprit, en version réduite, mais il faut que l'espoir reste et il faut que la vie continue, malgré ces temps un peu compliqués aujourd'hui. Un petit mot simplement sur le port du masque. On le porte évidemment dans ce festival. Il va être aussi obligatoire dès lundi dans le centre-ville. Exactement, donc dans un centre-ville un peu élargi, effectivement, le port du masque va être obligatoire par arrêté préfectoral. Guy Chomreuil, c'est la 19e édition. Comment faites-vous pour réinventer ce festival chaque année ? D'abord, on a le monde entier comme territoire, donc ça laisse de la matière, mais on prend l'air du temps. Figurez-vous que le thème cette année, les nouveaux jours, a été conçu en décembre dernier et le Covid n'était pas encore arrivé. Alors évidemment, les nouveaux jours, on est un petit peu en avance parce qu'actuellement, vous l'avez compris et vous le dites vous-même, on est en train de gérer le jour d'aujourd'hui, et presque au jour le jour pour ne pas faire de jeu de mots. Mais chaque année, on essaie de comprendre quelles sont les grandes thématiques de l'humanité. C'est un peu ambitieux, mais et cette année, on a voulu porter le regard sur la problématique de la démographie aussi. Est-ce qu'il y a vraiment trop d'humains sur la planète ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on épuise nos ressources ? Ou au contraire, est-ce que c'est tout simplement, enfin en partie, parce qu'on consomme un peu n'importe comment, en tout cas les nations développées. Et le thème sous les nouveaux jours, c'est y a-t-il trop d'humains sur Terre ou y a-t-il trop peu d'humanité ? En général, le festival montre à travers ses films et ses livres, notamment à travers ses films, des destins d'hommes et de femmes qui, comme nous, se débrouillent avec leur vie partout dans le monde
Et c'est ce qui fait la magie de ce festival, puisqu'on montre des choses qui souvent ne sont pas hyper... Je ne devrais pas le dire, mais on ne croule pas de rire devant ces films parce que c'est des destins importants, dignes, etc. Mais les gens repartent avec la pêche d'Albertville parce qu'ils ont repris pied avec des semblables. Et on s'aperçoit qu'on est une humanité globale et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vivent toujours debout malgré la misère, malgré les difficultés. Ça nous donne parfois d'ailleurs des leçons pour la France. Très rapidement pour conclure, vous êtes satisfait à ce stade de cette édition ? À ce stade, oui. Alors, bien sûr, tout organisateur vous le dira. Mais j'explique très brièvement. À la fois, il a lieu, à la fois, les gens sont là, les festivaliers, et puis à la fois, on est sûr de survivre à l'épreuve. D'ores et déjà, je peux l'annoncer, le 20e festival aura lieu et sur de bonnes bases. Et c'est ce que nous cherchions, à la fois assurer sur le territoire notre présence cette année, mais surtout avoir l'avenir devant nous. Eh ben, on vous le souhaite et on sera au rendez-vous pour les 20 ans l'année prochaine. Merci à vous surtout. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci Guy Chaumereuil. Merci monsieur le maire. Je vais accueillir à présent les prochains invités. Le temps pour vous de quitter le plateau, de désinfecter évidemment les micros. Et j'accueille tout de suite Jean-Louis Maître et Daniel Rossipon sur le plateau. Jean-Louis Maître est l'actuel président du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc. Daniel Rossipon, vous êtes le président d'honneur, ex-président du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors vous êtes là car le Crédit Mutuel est partenaire de cet événement. Pourquoi avoir décidé de parrainer ce grand bivouac ? Tout simplement, différentes raisons. Vous savez que le Crédit Mutuel est avant tout la banque des territoires. Donc il est normal quand même, et en plus sur notre secteur, le Grand Bivouac, il est tout à fait normal qu'on soit présent au Grand Bivouac. Et puis ça fait partie un petit peu de notre ADN. Ce qui se passe au niveau du Grand Bivouac, avoir l'œil ouvert sur le monde, c'est ce qu'on essaye en règle générale, nous, d'avoir l'œil ouvert sur notre territoire. Et puis on a passé donc il y a 2 ans maintenant un engagement sur le Grand Bivouac, un engagement sur 3 ans. Puis que, malgré les circonstances quand même cette année, on a voulu continuer évidemment sur le principe et sur l'engagement qui avait été pris. Daniel Rossipon, vous avez été président pendant de nombreuses années du Crédit Mutuel en Savoie-Mont-Blanc et puis vous avez passé le flambeau tout récemment à Jean-Louis Maître. Comment s'est passée cette passation de pouvoir ? Passation de pouvoir, je ne vais pas dire ça comme ça. Effectivement, vous savez, personne n'est indispensable dans chacun des postes. Moi, quand j'ai pris la présidence il y a combien de temps ? Il y a 5 ans maintenant, j'avais dit ce sera pendant 5 ans. C'était un engagement qui avait été fait. Et puis, j'avais prévenu l'intégralité des présidents de toutes les caisses, parce que la Fédération Savoie-Mont-Blanc regroupe toutes les caisses de Savoie et de Haute-Savoie. Donc, j'avais bien prévenu un petit peu tout le monde qu'au bout de cet engagement, on ferait de nouvelles élections. Et effectivement, Jean-Louis Maître, je suis content que, c'est peut-être un petit peu, un chagrin de la part des Hauts-Savoyards. Parce que pour la deuxième fois, le président, c'est un Savoyard. Mais bon, un Savoie ou de Savoie, c'est la communauté. On est amis. Jean-Louis Maître, comment se passe cette prise de poste pour vous ? Écoutez, donc très très bien. Bon, déjà, je suis heureux de pouvoir continuer le travail effectué par Daniel Rossipon et toute son équipe. C'est vrai que je faisais également partie, j'ai fait partie du Crédit Mutuel depuis plus de 30 ans. Donc je connais un petit peu toutes les instances nationales puisque je siégeais dans différentes instances, confédération, alliance fédérale. Et donc il n'y a aucun problème, il y a une équipe fabuleuse, des présidents très engagés. Donc pour moi tout va bien. Vous allez continuer cet axe de mécénat qui est important pour le Crédit Mutuel ? C'est sûr, on est engagé, on le restera. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Tout le travail qui a été effectué par mon prédécesseur et son équipe sera poursuivi, peut-être même intensifié, on peut pas. Mais c'est une priorité pour le Crédit Mutuel et puis surtout pour le Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc. D'ailleurs, on vient de valider pour le Crédit Mutuel la raison d'être.
qui est ensemble, écouter, agir. Donc on tient à mettre ça en place très profondément et le Grand Bivouac en fait partie. Et on va essayer, même dans d'autres manifestations, d'être très présent et surtout d'être là pour un temps certain ou un certain temps. J'imagine que c'est encore plus important dans ce contexte compliqué pour la culture de soutenir des projets, des événements. Vous êtes heureux aussi, j'imagine qu'il ait pu avoir lieu ce Grand Bivouac. Oui, mais c'est sûr qu'on est très content que ça puisse se dérouler. En plus, aujourd'hui, là, sous le soleil, et même demain. Mais il faut qu'on soit présent, il faut qu'on puisse participer à la culture de nos deux départements et même au niveau national. Et c'est vrai que ce sera une priorité de s'engager, comme je vous ai dit, ensemble, écouter, agir, c'est à tous les niveaux. Et puis apporter de la diversité à nos clients, à nos sociétaires et à la population Savoie, Mont-Blanc et pas Haute-Savoie, Savoie. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin pour nous. Merci d'avoir été avec nous sur ce grand bivouac Jean-Louis Maître et Daniel Rossipon pour le Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc. Très bonne journée Merci, à bonne vous. journée. Merci de nous avoir accueillis. Merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis pour ce premier épisode ici à Albertville sur le festival Le Grand Bivouac. On va se retrouver dès demain pour un nouvel épisode de Panorama. Nous partons à la rencontre de deux jeunes explorateurs. Je vous dis à très vite sur Mouton Blanc. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre panorama consacré au Grand Bivouac. Nous sommes toujours à Albertville devant le théâtre du Dôme et aujourd'hui je suis accompagnée de Lou Naudet et Hervé Tiberghien. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Tout à l'heure on verra également Elliot Schoenfeld, mais pour le moment on va parler du film Dans les pas de Lou, dont tu es la star, Lou. Oui. Ce film, il explique que tu écris et que tu dessines depuis toute petite. C'est aussi l'histoire d'une rencontre, votre rencontre. Expliquez-nous un petit peu comment s'est passée cette aventure pour vous deux. Lou, d'abord, si tu veux. Au départ, on s'est rencontrés par une amie et Hervé avait déjà fait un film en Himalaya. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça. Et on avait ce projet avec ma mère de partir au Ladakh. Et Hervé, ça l'intéressait de venir pour filmer, et donc ça s'est fait comme ça. C'est où le Ladakh pour ceux qui ne savent pas? C'est au nord de l'Inde. C'est à la fin de la chaîne de l'Himalaya. Enfin, en gros, voilà. Et donc tu as tout juste 15 ans. Oui. Et tu dessines, tu fais des carnets. C'est ça. Depuis toute petite, je fais des carnets pendant mes voyages, mes longs voyages. Et ouais, je continue. Voilà. Hervé, vous avez rencontré Lou, vous avez décidé de la suivre dans une de ses aventures. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup de portraits en fait dans mes documentaires. Donc je cherche toujours un fil rouge, un personnage. J'ai fait aussi des films qui ont comme fil rouge des livres. Du coup, d'un seul coup, les deux étaient réunis. Et puis en plus de voir... Lou m'avait montré un des carnets qu'elle avait réalisé au Labrador, au Groenland. Au Groenland, ouais. Ouais, c'est ça. Elle a hiverné au Groenland et elle a fait un carnet de voyage. Et j'avais trouvé ça vraiment étonnant, quoi. La maturité du dessin, la façon dont elle mêle le dessin, l'écriture, des collages. C'est très très inventif. C'est plus que des livres, c'est des livres-objets en fait. Quand on ouvre un carnet de Lou, on rentre vraiment dans un univers qui est très très personnel et qui est vraiment étonnant, quoi. Et vous avez réussi à les montrer parce que pour le coup, ils étaient assez confidentiels pour le moment, tes carnets, Lou? Oui, alors au début du voyage, je savais qu'il voulait filmer mon carnet de voyage, mais je pensais vraiment pas que ça allait sortir en festival et se monter. Et c'est vrai que ça a été assez difficile pour moi de savoir ce qu'il fallait que je mette dans mon carnet de voyage, mais du coup en fait j'ai fait comme si personne n'allait le voir. Et du coup, c'est vrai que c'est assez intime et ouais, c'est pas facile de le montrer quand même. Et là, ça va être montré au grand public. C'est la première fois que le film va être projeté dans ce festival au Grand Bivouac. Ça fait quoi? Ça fait peur? Je réalise pas trop. Je me prends pas non plus trop la tête. Je trouve ça bien que les gens découvrent aussi. Dans tous les cas, je pense que les gens ils sont contents de voir ce qu'on fait un peu. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu impressionnant. Mais je vais voir ce soir, là, on n'a pas encore fait la première. Voilà.
Le film, il est sélectionné dans la compétition Ushuaïa, pour le prix Ushuaïa TV dans ce festival. Qu'est-ce que ça va vous apporter ce festival, même s'il n'y a pas le prix, ou s'il y a le prix, on vous le souhaite en tout cas, mais qu'est-ce que ça vous apporte ? C'est toujours un engrenage en fait. Donc, il commence par le festival d'Albertville, et après il va aller à Autran début décembre, ensuite j'espère à Lons-le-Saunier, etc. Donc en fait, c'est les films, une fois qu'on les a faits, on les donne au public en fait, et c'est après, ils voyagent, ils font leur vie. Donc c'est le début d'une histoire pour le film, et puis forcément, ça permet des rencontres, ça permet de lancer sur d'autres projets. C'est le cours naturel des choses pour le documentaire de voyage et de montagne. On lui souhaite une belle vie, on a envie d'en savoir bien plus sur toi Lou et sur ce film, mais on va devoir vous laisser partir. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir parlé de ce film Dans les pas de Lou. On vous souhaite de beaux voyages encore. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. On va passer à la deuxième partie de cet épisode avec notre seconde invitée, Elliot Schoenfeld, qui a 28 ans et qui a été nommé l'année dernière à la Société des explorateurs français. C'est le plus jeune explorateur nommé. Je t'en prie Elliot, installe-toi. Merci d'être avec nous sur ce festival du Grand Bivouac. Tu peux prendre le micro, il est désinfecté. C'est pas la première fois que tu participes au Grand Bivouac. Pourquoi tu as décidé de revenir cette année ? Parce qu'on m'a mis invité, et puis parce que j'ai réalisé un nouveau film cette année qui s'appelle Amazonie dans les pas de Maufrais, que j'ai présenté hier soir. Et voilà pourquoi je suis ici. Et parce que j'ai plein de copains ici maintenant depuis 3 ans, donc j'étais très content de les revoir. Quel accueil a eu ce film justement hier soir ? Bonne, hein. Les gens ont rigolé, les gens ont eu des émotions, les gens ont été vivants dans la salle, donc c'était super. Ce film, c'est aussi un livre qui vient de paraître, c'est sur les pas de Raymond Maufrais. Oui. Pourquoi cet explorateur t'a inspiré ? Pourquoi tu as décidé de partir sur son parcours ? Parce que j'ai découvert un livre qui s'appelle Aventure en Guyane, et donc de Raymond Maufrais. Et en fait, ce livre, c'est le journal de bord de cet explorateur qui relate chaque jour du défi qu'il s'était imposé, à savoir traverser toute la Guyane française et atteindre le Brésil à la frontière de la Guyane où il y avait une légende qui disait qu'il y avait des montagnes qui s'appelaient les monts Tumucumac, et la légende disait qu'une tribu d'Indiens aux yeux bleus et très grands vivait dans cette région. Et lui, son rêve, c'était de quitter la civilisation, d'aller rencontrer cette tribu-là, d'apprendre à vivre comme eux et réussir à vivre dans la jungle pour, comme il le dit, retrouver ses instincts oubliés. Et alors, cette histoire, ça s'est passé en 1949. Il est parti en 1949 à l'âge de 23 ans. Et il n'est jamais revenu de cette expédition. Donc il a disparu dans la jungle. Et la seule chose qu'on a retrouvée de lui, c'est ce fameux carnet de voyage, retrouvé par un miracle, par un Indien émérillon qui était au beau milieu de la jungle guyanaise et qui est tombé sur son sac à dos dans lequel était son carnet de bord. Et donc en lisant ce livre dans lequel c'est un journal intime en fait, et à la fin du journal, il explique qu'il doit descendre une rivière, il n'a pas réussi à se construire un radeau, donc il comprend que le seul moyen d'essayer de sauver sa peau, c'est d'abandonner ses affaires et de partir à la nage. Et il est probablement mort dans les jours qui ont suivi. Mais on l'a jamais retrouvé quoi. Et son père, qui s'appelle Edgar Maufrais aussi, a jamais accepté que son fils était mort. Il a toujours cru qu'il avait pu être adopté par une tribu ou une histoire comme ça, et donc il l'a cherché pendant 12 ans à travers toute la jungle amazonienne, et c'est devenu un des plus grands explorateurs de l'Amazonie. Voilà. Et donc toi tu es revenu, heureusement, je suis revenu, de l'Amazonie, oui. Et tu as même intégré la Société des explorateurs français. Tu es le plus jeune à avoir été nommé là-bas, c'est une fierté. Oui, c'est plutôt cool. Et moi à l'origine j'avais fait cette demande aussi parce que pour aller en Amazonie, je devais aller dans des régions qui nécessitaient toutes sortes d'autorisations à la préfecture, etc. Et donc moi j'ai voulu aussi faire partie de la Société des explorateurs parce que je me suis dit que ça me donnerait plus de crédibilité pour leur demander. Et en fait, j'ai pas du tout utilisé ça dans ma demande à la préfecture. J'ai dit que j'y allais en tant que touriste pendant une semaine parce qu'ils m'auraient jamais autorisé à traverser toute la Guyane seul sur les traces d'un gars qui avait essayé de le faire et qui en était mort. Donc voilà. Mais oui, je suis très content de faire partie de cette belle société.
Les membres de cette société, je l'ai lu sur le site internet, ils dédient leur vie à l'exploration, à la découverte et aussi à la transmission du savoir de ces découvertes. C'est ce que tu veux faire à travers tes livres, tes films ? Ouais, bah oui, c'est le but d'écrire et de réaliser des films, c'est de raconter l'histoire qu'on a vécue dans ces endroits-là aux autres, aux enfants, aux adultes, à peu près tout le monde. Et c'est ce que je tâche de faire. Et d'ailleurs, Raymond Maufray aussi faisait partie de la Société des explorateurs français. Donc je l'ai appris il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça cool. Voilà. Donc tu t'inscris dans son héritage, oui. En tout cas. Oui, j'espère en tout cas. Ton objectif, c'est évidemment, à travers ces explorations, de te réadapter à la nature. Tu le dis toi-même, de réapprendre à vivre sur Terre. C'est encore plus important aujourd'hui, ces notions, dans ce contexte qu'on sait compliqué. Je pense, oui, que c'est important parce que le monde va mal. Et moi, lors de ma première expédition et de mes premières expériences dans la nature sauvage et ma première rencontre avec les derniers peuples qui savent encore habiter la terre, à savoir par exemple les nomades mongols que j'ai rencontrés lors de ma première expédition, j'ai réalisé cette chose qui est quand même assez importante et que j'ignorais jusqu'à ce moment-là, à savoir que l'homme faisait partie de la nature et qu'il l'avait oublié. En tout cas, l'homme civilisé l'avait oublié. Et donc, moi qui ai vécu à Paris à peu près toute mon existence, la rencontre de la nature sauvage, quand j'avais eu 19 ans, ça a été un choc terrible et merveilleux pour moi. Et j'ai eu l'impression de découvrir, de revenir au réel pour la première fois, de sortir un peu d'une bulle illusoire qui considère que la nature et l'homme sont deux choses bien distinctes et même qu'il faut s'en écarter, s'en protéger parce qu'elle est hostile et barbare. Et moi, en étant dans ces endroits-là, j'ai réalisé que la barbarie n'était pas la nature, mais que la barbarie était de s'en éloigner. Et donc j'essaye de revenir sur Terre, à savoir réapprendre à vivre avec ce qui fait l'unicité de notre planète, à savoir qu'elle est vivante et qu'il y a des choses vivantes dessus. Et donc c'est un peu l'objectif de mes voyages, d'essayer d'apprendre, de réapprendre toutes ces choses, tous ces savoirs qu'on a oubliés. Voilà. Avec tout ça, j'imagine que tu vas repartir malgré ce contexte difficile. C'est plus difficile là en ce moment peut-être de prévoir des expéditions. Oui, après moi je suis pas pressé, donc je fais des choses aussi en France. Donc moi la prochaine expédition ce serait au Groenland avec des chiens de traîneau parce que avant j'étais guide de chiens de traîneau au Canada et ça fait longtemps que j'ai envie de revoyager avec des chiens. Donc je pense que l'objectif ce serait d'aller au Groenland et de traverser le Groenland avec des chiens de traîneau. Et je le ferai quand ce sera possible. Voilà. Un beau projet. Est-ce que tu as d'autres projets de livres ou de films prochainement ? J'ai cette expédition-là que ce sera mon prochain film, je pense. Et sinon, je suis en train de faire un film aussi. Pendant le confinement, j'ai commencé à faire un nouveau film parce que j'ai quitté Paris, j'habite désormais dans les Alpes. Et on a appris pendant le confinement qu'il y avait une bonne dizaine de multinationales qui avaient pour projet de raser 360 hectares de forêt des montagnes qui nous entourent. Et donc on a monté un collectif qui s'appelle LZA Arlure en Résistance. Et donc je suis en train de faire un film sur ce collectif qui a pour projet d'empêcher ces salopards de couper nos arbres. Et voilà. Donc c'est un film sur qu'est-ce que ça veut dire résister concrètement contre ce genre de projet toxique. Voilà. Et si on veut en savoir plus, j'imagine qu'on peut retrouver toutes les infos sur tes réseaux sociaux, notamment. Sur ça et sur le site internet et sur Facebook voilà. Elliot Schoenfeld, on le rappelle, explorateur, oui. Tout jeune explorateur. Merci Elliot, on vous souhaite de bonnes explorations et merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver dès demain pour le 3e épisode de notre panorama consacré au Grand Bivouac. On parlera de la problématique du réchauffement climatique. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le 3e épisode de notre panorama consacré cette semaine au Grand Bivouac. Nous sommes toujours à Albertville et aujourd'hui je suis avec Nicolas Reynaud, président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et puis on est également en présence de Freddy Maignan, président de Mountain Wilderness France. Merci également d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Le Grand Bivouac met à l'honneur des auteurs, des films notamment de montagne et une des thématiques les plus récurrentes ces dernières années pour la montagne, c'est le réchauffement climatique. À la FFCAM, vous êtes bien sûr en première ligne par vos activités en montagne. Est-ce que vous êtes inquiet tout simplement de la situation, Nicolas Reynaud ?
On est inquiet en tant que, je vais m'exprimer à la fois en tant que président de fédération, mais aussi en tant que montagnard, tout simplement. Moi, j'habite en montagne, pas très loin d'ici, dans la vallée des Bellevilles. Et la montagne, on la voit évoluer, j'allais dire de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Elle s'assèche, elle se réchauffe, bien sûr. C'est vraisemblablement en montagne où on voit le plus les effets immédiats du réchauffement climatique. Moi, j'ai la chance d'enseigner au lycée de Moutier, juste à côté d'Albertville. Et quand on va avec des jeunes sur le bord d'un glacier et qu'on leur montre les photos de l'année d'avant, c'est-à-dire c'est pas les photos d'il y a un siècle, c'est les photos de l'année d'avant, et qu'on voit la fonte de l'épaisseur de la glace et puis ses conséquences, lorsqu'on voit aussi l'érosion des sols, lorsqu'on voit la sécheresse des cours d'eau, lorsqu'on voit les falaises qui s'éboulent, oui, il y a de quoi être inquiet. Mais bon, il y a aussi des pistes à explorer encore, tout n'est pas cuit. On espère. Mountain Wilderness, c'est une association internationale de protection de la montagne et de l'environnement. Lutter contre ce réchauffement climatique, c'est votre mission, c'est votre ambition. C'est plus qu'une ambition. Nicolas l'a dit, je partage le constat. Maintenant, on n'est plus dans la situation de savoir à quel point le réchauffement il est destructeur. C'est le cas. Donc la question est plutôt qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et alors, je dirais là-dessus, on a beaucoup à faire parce que c'est à la fois un cumul d'actions individuelles, mais qui ne suffiront pas. Quel que soit chacun, on peut se poser la question, voiture, pas voiture, avion, pas avion, il faut le faire, bien évidemment. Mais si on ne fait que ça, sa petite action, ça ne suffira pas. Il y a besoin de réfléchir collectivement et d'agir vite collectivement. Et je pense que c'est difficile, en fin de compte, maintenant, de prendre le réchauffement climatique isolément du reste. Et le reste n'est pas moins problématique. La biodiversité qui s'effondre, les pollutions, et puis, accessoirement, excusez-moi, les microbes qui se développent un peu partout sur la planète. Mais tout ça n'est pas dissocié, en fin de compte. Est-ce que ça pose pas des questions de fond ? Est-ce qu'on n'a pas été, moi la question je dirais presque philosophique dont je me pose, c'est est-ce qu'on n'a pas été des utilisateurs de la planète comme on est des utilisateurs de la montagne, un peu en position dominante, on aménage, on utilise, et en fin de compte, est-ce que la montagne ne serait pas d'abord un terrain de vie que l'on respecte et dans lequel on recherche une harmonie. Et alors là, ça pose la question de quelle pratique en montagne, quel comportement on a individuellement et collectivement. Et donc je trouve que la situation est à la fois grave, inquiétante et en même temps pleine de potentiel parce qu'en fin de compte, elle nous questionne collectivement sur qu'est-ce qu'on fait maintenant et qui nous sommes sur Terre. Accessoirement, c'est des petites questions, mais quand même. Vaste question. Est-ce que justement à la FFCAM, vous encouragez, que ce soit vos licenciés, les clubs, les refuges aussi que vous gérez, à agir pour la préservation de cette biodiversité, de cette montagne ? C'est quelque chose qui est, j'allais dire, dans l'ADN du club alpin depuis 146 ans, depuis sa création, la protection de la montagne et quelque part à la fois sur l'aspect environnemental mais aussi sur l'aspect sportif parce que ce sont aussi nos terrains de jeu. Nous, on est une fédération de pratiquants, il y a 100 000 personnes qui pratiquent la montagne et ces personnes-là, bien sûr qu'elles sont sensibles et pour elles, c'est indissociable. La pratique et la protection, c'est indissociable. Et je crois que Freddy a raison, il y a une question il y a plusieurs perspectives en fait à avoir vis-à-vis de nos licenciés ou vis-à-vis de tout ce que l'on peut faire du plan d'action qu'il faudrait qu'on mette en place. Et on pourrait résumer ça finalement en 3 temps. Il faut agir, chacun à son niveau, en tant que citoyen, en tant que pratiquant, en tant que montagnard, en tant que propriétaire, gestionnaire de refuge de montagne, en tant qu'équipeur où il faut réinventer tout un tas de choses sur une nouvelle façon de pratiquer la montagne. Donc il faut agir, il faut convaincre, parce qu'il faut convaincre les politiques. Freddy a raison, il ne faut pas faire que du court terme, il faut faire du long terme. Et souvent le temps politique est un temps très court. Et les gens s'inscrivent sur une vision à très court terme alors qu'on a besoin de porter quelque chose et de voir un peu plus loin pour justement arriver à faire ce basculement et à se poser les questions qu'on a citées tout à l'heure. Et puis pour moi, la troisième chose vraiment forte, c'est éduquer. Voilà, il faut éduquer en partie tous les publics,
en particulier les nouvelles générations, mais pas que. Et ces nouvelles générations, je peux vous assurer que pour travailler avec elles au quotidien dans mon établissement, parce que moi je forme des jeunes au métier de la montagne, ces nouvelles générations, elles sont hyper sensibles à ces questions, elles ont des trucs à dire, elles ont des trucs à faire, et il faut leur donner aussi une partie des rênes et une partie des solutions du problème. C'est cette génération qui les a déjà trouvées et qui demande que ça, d'avoir un peu plus un meilleur rôle à jouer pour pouvoir les mettre en place. Voilà, donc nous on essaie d'agir à la fédération sur ces 3 champs, agir, convaincre et éduquer. Mais est-ce qu'on va réussir à aller assez vite ? On avait l'impression que c'était plutôt loin de nous. Depuis quelques temps, on se rend compte que c'est quand même demain. On va le voir, et ça se voit de plus en plus, ces problématiques. C'est même pas demain. C'est déjà aujourd'hui. Non, mais on y est. Parce que si on prend l'ensemble des problématiques, pas isolément, même ceux qui pensaient être, par exemple, du réchauffement climatique, si je prends un exemple très concret, les stations de haute altitude pensaient être un peu à l'abri. Et c'est vrai, pendant 10, 20, 30 ans, ça va, ils auront encore de la neige. Sauf que dans tout ce qui se détraque et qui est lié, et qui sont liés, si on prend la station de Courchevel-Méribel, ils sont obligés de prévoir un budget de moins 40% en 2021. À cause du Covid, d'accord, mais est-ce que le Covid, c'est un problème qui est tombé du ciel ? Non, il est peut-être lié à notre activité sur Terre. Donc on est déjà dans le mur. Alors, est-ce qu'on a le temps ? Moi, je pense qu'il y a des sacrées opportunités, en tout cas. Par exemple, en ce moment, on n'arrête pas de parler France Relance de la montagne. Je suis complètement d'accord. Mais relance de quoi ? Est-ce qu'on relance comme avant ? C'est-à-dire, on se dit la montagne, oh putain, c'est un terrain aménagé, allez, on y va. Ou est-ce qu'on se dit, la montagne, c'est un terrain des découvertes, c'est un terrain où justement, peut-être ce qui manque dans la société. Ce qui manque dans la société, en Europe, il y a 80% de citadins qui vivent dans un milieu artificialisé en permanence. Ce contact avec la nature, cette question du rapport au vivant, là, la montagne, c'est un terrain. C'est bien plus qu'un terrain de jeu même. C'est un terrain de découverte, de compréhension de la planète et de qui nous sommes. Mais en fin de compte, on est une richesse. Nous sommes une richesse, la montagne. Si on la limite à la luge d'été et au téléski, c'est un peu court, quoi. Et peut-être que c'est pas ça la relance. Vous allez prendre part à une conférence sur ce thème ici au Grand Bivouac. Est-ce que ce genre d'événement vous permet aussi de sensibiliser sur cette protection, ce besoin de protéger notre milieu ? Mais tout ce qui touche au public est intéressant et puis aussi aux décideurs, aux institutions et aux politiques, parce que comme je le disais tout à l'heure, il faut les convaincre de changer de braquet quelque part ou de changer d'échelle sur les ambitions et les projets qu'ils portent, parce que souvent c'est vraiment à court terme. Nous on essaye par exemple à travers le réseau de refuges de travailler sur un développement de la montagne 4 saisons. On parle beaucoup de développement de la montagne 4 saisons et c'est des vrais enjeux pour s'adapter au réchauffement climatique sur la pratique de l'alpinisme par exemple. Freddy qui a gardé le refuge du Promontoire pendant 10 ans, il le sait bien, il faut qu'on s'adapte. Sauf que pour ouvrir un refuge, pour rénover un refuge qui va être ouvert 10 mois sur 12, c'est pas la même chose en termes de technique qu'un bâtiment qui va être ouvert que l'été. Et on a besoin de vraies lignes politiques pour nous aider à faire ça, et on a besoin que ce soit l'ensemble du territoire qui inscrive dans son programme une pratique de la montagne 4 saisons, parce que s'il n'y a que les refuges et qu'il n'y a rien d'ouvert en bas, ça ne va pas marcher. Et souvent on entend ces beaux discours, la montagne 4 saisons, mais quand on regarde derrière, il n'y a pas les actions qui vont avec, parce que c'est des actions qu'il faut mettre en place sur le long terme et qui sont coûteuses. Donc ces événements comme ça, pour nous, ils nous permettent à la fois de toucher le public et à la fois de toucher les politiques, et c'est ça aussi qu'il faut arriver à faire quand on est une des institutions comme les nôtres. Pour Mountain Wilderness, c'est aussi important d'être présent sur ce festival ? Ouais, d'abord pour se rendre compte... Pardon. Il ne faut pas oublier le micro. D'abord pour mesurer à quel point on est d'accord entre acteurs de la montagne. Et c'est important, c'est pas négligeable, parce que au regard de la gravité de ce qui se passe, moi j'ai jamais connu dans ma vie ce niveau de gravité, il ne s'agit pas simplement de bien faire chacun. Ok, chacun a son rôle. Si je prends un exemple en territoire de montagne, un apiculteur, il peut essayer de faire du bon miel bio, tout ça. Un guide, il peut essayer de bien faire son travail là-haut. Mais ok, ça c'est le prérequis, c'est la base. Mais après, si on n'arrive pas à travailler collectivement sur un projet de territoire, sur une démarche collective, et le festival, ça peut être une base de ça aussi. C'est que des gens qui
travaillent sur les territoires de montagne sans forcément travailler ensemble, ça peut être l'opportunité de se dire, bon attendez, maintenant on y va vraiment ensemble, pas simplement que dans les mots, quoi. Vous restez quand même optimiste, motivé dans cette lutte pour essayer de changer un petit peu nos habitudes? Alors, grâce au réchauffement climatique, et d'ailleurs grâce au Covid, on a des nouveaux publics qui viennent à la montagne. Et on a plus de monde qui vient à la montagne. Et bien ça, c'est un levier qu'il faut qu'on exploite. À condition que ces nouvelles personnes, on leur donne les codes, on les forme. Et ça, c'est notre responsabilité au milieu montagnard, d'être unis aussi sur cet aspect-là, de former ces nouvelles générations et ces nouveaux publics, et justement pour leur démontrer tout ça. Moi, je suis confiant parce que le retour à la nature ou l'attrait de la nature, il n'a jamais été autant présent. Nous, jusqu'à l'année dernière, les effectifs de la fédération, le nombre de clubs et le nombre d'activités sont en hausse permanente. Et les nouvelles générations, comme je disais, elles sont vraiment sensibles à ces questions-là et je pense qu'elles ont plein d'idées et elles ont plein d'énergie à mettre en œuvre. Je pense que si nous, on arrive à continuer à éduquer et si on arrive à convaincre les politiques d'aller sur le long terme, il y a de quoi être optimiste. Vous êtes d'accord, Freddy Maignan, Ouais, pour le mot de la fin? Juste prendre un exemple pour aller dans le même sens. C'est que cet été, effectivement, on a eu énormément de monde en montagne. Et avec un point qui m'interpelle, c'est que quelque part, on a tellement été surpris d'avoir du monde qu'on n'a pas été capable de bien les accueillir. Ce qui est quand même une sacrée question. Au moment où on investit dans le tourisme, il y a des endroits en Isère où ils ont fermé la route parce qu'il y avait trop de monde. Et au-delà de fermer la route, c'est que quel accueil il y a, comment on partage, quelle expérience ces gens-là, ils ont fait de la montagne. Là où il n'y avait personne pour les accompagner ou les accueillir, bon, ils ont vu la montagne, ok, mais la montagne, ça se découvre, ça s'apprend, ça se pratique. Et alors, donc, je suis d'accord avec Nicolas, hein, si on arrivait à réfléchir les investissements un peu différemment, plus dans le sens de partager la montagne, de la découvrir, que simplement de faire des panneaux ou de l'aménagement lourd, je pense que ça serait une bonne voie à suivre. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, pour cette vision sur cette problématique qui nous concerne tous. Merci Nicolas Reynaud et Freddy Maignan d'avoir été avec nous. C'est la fin de cet épisode de Panorama. On va se retrouver demain pour le dernier volet. Je serai en compagnie de l'auteur de BD Jean-Marc Rochette. Je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc. Bonjour à tous, on se retrouve pour le 4e épisode de ce panorama consacré cette semaine au Grand Bivouac. Et pour ce dernier épisode, je suis en compagnie de Jean-Marc Rochette. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes peintre, sculpteur, illustrateur, auteur de bande dessinée également. Vous avez notamment écrit Elle froide, dont on peut admirer certaines planches ici au festival. Et puis Transpersonnage, on va en parler également. Vous êtes aussi alpiniste, amateur, vous me l'avez dit juste avant. Et votre terrain de jeu favori, c'est le massif des Écrins. Votre passion pour l'alpinisme, c'est ce qui inspire une bonne partie de vos toiles, de vos BD. Comment vous êtes tombé dans cette passion pour la montagne ? D'abord, j'ai été élevé à Grenoble. Donc à Grenoble, on est entouré, comme ici d'ailleurs, on est entouré de montagnes. Et donc c'est très naturellement que j'ai été faire du ski. Ma mère était une grande passionnée de randonnée, donc on est allé dans les Écrins et c'est là que j'ai vu la haute montagne. J'ai été attiré par la haute montagne quand j'avais 10-12 ans à peu près, quoi. Qu'est-ce qui vous attire inlassablement vers les Écrins notamment ? Pourquoi ce massif ? Parce que c'est le massif de ma jeunesse, hein, je pense. C'est un massif très sauvage où il y a peu d'infrastructures touristiques, donc il y a beaucoup de silence. On est loin de la ville, c'est ça qui m'inspire. Ici, les montagnes, par exemple, Chamonix, sont plus hautes, plus grandes, plus belles, mais c'est vrai qu'on sent plus la ville. Là-bas, il y a beaucoup plus de sauvagerie, quoi. Ce massif des Écrins, il a inspiré en grande partie votre BD Elle froide, paru en 2018. C'est un récit autobiographique et initiatique, comme vous le dites. J'ai lu aussi quelque part que vous aimez assez raconter votre vie, mais finalement vous avez attendu longtemps pour la raconter. Je sais pas si j'aime raconter ma vie, mais c'est vrai qu'au départ j'étais pas sûr que mes histoires pouvaient intéresser, les histoires de montagne pouvaient intéresser un grand public. C'est mon éditrice Christine Cam qui m'a dit non, c'est une histoire qui n'est pas uniquement pour les alpinistes, mais qui est pour, comme vous avez dit, c'est initiatique, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence et puis l'âge adulte. Et
Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé que ça pouvait faire une histoire qui pourrait intéresser. Et j'ai été surpris d'ailleurs par le succès quand même. Au début, quand vous avez commencé la BD montagne n'était pas forcément le plus grand centre d'intérêt pour les lecteurs. Elle n'existait pas, la BD montagne n'existait pas. Il n'y avait que Tintin au Tibet, quoi. Tintin au Tibet qui est un chef-d'œuvre. Mais il n'y avait pas d'autres bandes dessinées montagne. Il y a eu quelques-unes, mais c'est plutôt rare. Il y a eu un japonais qui a fait le Sommet des Dieux, Taniguchi, un grand artiste japonais, et puis quelques autres. Mais voilà, Elfrad, c'est la seule histoire autobiographique en bande dessinée de montagne, quoi. Est-ce que vous avez été inspiré par de grands alpinistes ou de grandes ascensions aussi ? Adolescent, j'étais très admiratif de Lionel Terray, de Lachenal. Lionel Terray parce qu'il est grenoblois et puis il avait eu une vraie aura. Je sais que quand il est mort, dans ma famille, ça avait été un peu comme perdre quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'influence. Et puis après, il y a eu tous les grands alpinistes un peu après. Il y a eu Yannick Seigneur, il y a eu Messner, etc. Enfin, j'étais un grand fan je connaissais tout le monde. Voilà. Dans Transperce-Neige, on retrouve votre univers, c'est la neige, la glace, le froid. Cet album, il date des années 80. Cette BD, elle date des années 80. Elle a été adaptée en film en 2013 d'abord, et puis là, par la plateforme Netflix. Vous avez vu cette dernière adaptation ? J'ai tout à fait, bien sûr. J'attendais ça avec impatience, surtout qu'on ne m'avait rien montré avant. Donc j'étais comme un spectateur lambda et j'ai dévoré. J'ai trouvé que c'était un très très bon travail. La série télé, c'est du très grand public, donc je trouve qu'ils ont fait un travail parfait pour le grand public. D'ailleurs, ça a très très bien marché aux États-Unis. Je crois que ça a très bien marché aussi sur Netflix. Et donc, ça a relancé la bande dessinée. C'est une histoire qui n'en finit jamais, le Transperce-Neige. Ça fait 40 ans que ça dure et ça continue. C'est une fierté de voir que ça traverse les décennies et qu'elle inspire toujours. Je suis très fier, bien sûr. Très fier d'avoir fait ça avec Jacques Lob. Moi, il avait 25 ans de plus que moi et ça perpétue un peu son nom, parce que Jacques il est toujours connu grâce à Transperce-Neige. C'est une bande dessinée française, ça doit être une des bandes dessinées françaises les plus connues à l'international. Bien sûr, c'est une très grande fierté, oui. C'est une BD mythique, effectivement. On est très heureux d'ailleurs de vous avoir avec nous pour pouvoir en parler dans ce festival. C'est la première fois que vous venez au Grand Bivouac à Albertville ? Absolument, oui. Albertville, je connaissais en passant pour aller un peu skier dans la Maurienne. Je passais à côté, les Jeux Olympiques, mais je ne connaissais pas du tout cette ville. Et là, je viens d'arriver ce matin de mes montagnes. Et je trouve ça vraiment... on a le beau temps et c'est un très bon moment. Vous en êtes l'invité d'honneur cette année pour cette édition qui a été maintenue malgré ce contexte particulier qu'on connaît. C'est encore plus important de pouvoir se reconnecter avec le public, avec les autres artistes. Bien sûr, parce que nous, les artistes, moi je ne souffre pas trop parce que c'est des livres et tout, mais je sais que le milieu artistique souffre énormément et ça, il va falloir que ça cesse un jour ou l'autre parce que c'est problématique. Et donc là, de pouvoir rencontrer du public, même masqué, personne, même à la télé, on est masqué. Ça fait chaud au cœur. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres grands projets en cours ou peut-être des idées d'ascension pour échapper un petit peu à ce monde tumultueux ? J'ai un grand projet, là, je commence une bande dessinée qui se passera dans le Vercors, qui va se passer sur une très grande période sur le Vercors. Ça va être une espèce d'aile froide, mais plus romanesque, une histoire d'amour passionnelle et dramatique. C'est la première fois que je fais ça. Et puis des grandes ascensions. Là, je suis avec un jeune guide, Benjamin Ribert, et je pense qu'on va peut-être faire des livres sur la relation entre un guide et son client. Lui, ça sera le guide, moi je serai le client, et voilà, des topos un peu poétiques sur la montagne, quoi. Vous allez rester toujours dans cette complémentarité entre l'écriture, le côté graphique, vos dessins, vous allez continuer tout ça ? Oui, d'autant plus que je suis en train de faire un bestiaire des Alpes, donc tous les animaux des Alpes. Alors là, c'est plus du texte, des petites nouvelles, des petites poésies sur chaque animal qui règne encore dans nos montagnes, le bouquetin, le chamois, le mulot, etc. Et ça va apparaître, je pense, courant 2021. Donc ça, c'est association texte et dessin. Voilà.
Vous évoquez cette faune, cette flore des montagnes. Le réchauffement climatique, c'est un sujet qui vous touche particulièrement ? Ça touche particulièrement chez nous dans les écrins parce qu'on a des petits glaciers, on n'a pas des grands glaciers comme en Haute-Savoie, et donc on voit tout à fait leur disparition, quoi. Et ça, c'est terrible la montagne reste belle avec glace ou pas glace, et puis surtout il y a des dangers objectifs. Il y a beaucoup plus de chutes de pierres chez nous, et donc souvent la montagne en été, juillet-août, est à déconseiller malgré tout. Vous évoquez les chutes de pierre, l'accident, la mort. C'est un thème qui est présent notamment dans Aile froide, que vous représentez de façon crue, mais c'est important de le montrer aussi. La montagne, c'est un lieu magnifique, magique, un des plus beaux endroits que je connaisse sur Terre. C'est un endroit dangereux, il faut le savoir. Et toute personne qui va en montagne doit savoir que le danger est là et on peut le gérer. Mais malgré tout, la pierre, c'est le danger qu'on ne contrôle pas toujours, quoi. Et donc, moi, j'ai pris une pierre dans le visage quand j'avais 20 ans et c'est vrai que ça m'a marqué, quoi. C'est ce qu'on voit dans Aile froide, il me semble. Exactement, c'est cet accident-là. Voilà. Ça vous a marqué ? Ouais, ça m'a marqué. Ouais. C'est d'ailleurs à cause ou grâce à cet accident que j'ai changé d'orientation. Moi, je voulais être guide de montagne et après cet accident, je me suis mis à dessiner. Et je pense que c'était un mal pour un bien parce que je crois que j'ai fait une plus belle carrière dans le dessin que j'aurais fait dans l'alpinisme. Et en tout cas, on se régale avec ces dessins. C'est aussi peut-être une forme d'hommage à ceux qui nous ont quittés en montagne, d'écrire sur cette montagne, de toujours la raconter. Oui, en tout cas, Aile froide, ça a été vraiment pour parler de mes camarades, Sampé, Zartarian, Chardin, qui sont tous morts en montagne. Donc c'était une façon de les refaire vivre un petit peu, voilà. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite, ces prochains mois, ces prochaines années ? On me souhaite que j'ai toujours du plaisir à dessiner de la bande dessinée. C'est un métier difficile et que mon public continue à me suivre. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Marc Rochette, d'être venu nous voir sur ce plateau de 8 Mont-Blanc au Grand Bivouac. On vous souhaite un beau festival et de belles ascensions à venir. Merci à vous. À bientôt. Merci à vous pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Panorama. Merci également à toute l'équipe mobilisée ici à Albertville. C'est la fin de ce Panorama consacré au Grand Bivouac. On se retrouve très très vite sur 8 Mont-Blanc. Je vous embrasse.